Bon après-midi, content de vous revoir pour ceux que j'ai vus ce midi. Et je pense que je dois avoir un des titres les plus longs de la journée. En tout cas, si j'ai pas les titres le plus long, j'ai celui qui arrive à positionner le plus de produits dans un seul titre. Euh, euh, l'idée, donc je me présente, donc je suis Tugdual, je suis Solution Engineer chez GitHub, ça fait 4 ans que je fais ce métier-là. Et mon métier, c'est d'aider les entreprises à adopter GitHub, que ce soit GitHub en tant que plateforme DevOps, DevSecOps, et depuis 2 3 ans, évidemment, beaucoup autour de l'IA générative pour les devs avec Copilot. Et pour ma part, je travaille sur GitHub depuis que j'étais chez Exo, donc en 2008-2010, et c'est la seule plateforme DevOps que je connaisse. Et j'ai choisi de vous faire une longue démonstration, en fait, prendre le produit, aller dans différentes directions, vous montrer comment on travaille chez GitHub et ce que vous pouvez faire avec la plateforme. Certains d'entre vous, vous allez peut-être découvrir des choses plus ou moins avancées, ou pas, donc il ne faut pas hésiter à la rigueur m'interrompre s'il y a des questions sur quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez le site de GitHub, l'objectif de GitHub, c'est de couvrir l'ensemble des fonctionnalités qu'on a à utiliser lorsqu'on va collaborer ou créer des applications. Évidemment, il y a la partie collaborative sur le code qui est Git et la pull request et la collaboration dessus, tout le process de revue de code. Mais il y a également tout ce qui va être l'automatisation, la CI/CD. Et pour chacune des étapes, alors je vais dire en dehors de cette partie initiale, il va y avoir des points d'intégration. Vous allez pouvoir plugger, si vous ne voulez pas travailler avec GitHub Actions, vous pouvez travailler avec autre chose, avec Jenkins si vous travaillez Jenkins. Si vous ne voulez pas utiliser pour la partie gestion de projet GitHub Project et GitHub Issues, vous travaillez avec Jira, avec Azure Board ou avec autre chose, il y aura toujours des points d'intégration. Par contre, moi aujourd'hui, je vais me concentrer sur les produits de GitHub comme si vous preniez tous les produits sur votre stack complète. La première partie sur laquelle on va travailler, et je vous expliquerai quand il y a des parties, en tout cas je mentionnerai quand il y a des choses qui sont liées à un contrat commercial ou pas, open source ou pas. Il y a quelque chose qui est simple, quand vous avez un projet open source, toutes les fonctionnalités sont disponibles gratuitement. Alors pas l'IA générative, mais toutes les fonctionnalités sur la CI, la sécurité, etc. Vous pouvez consommer autant de minutes que vous voulez sur la partie automatisation. Vous pouvez mettre en place les checks de sécurité, tout ce qui est le sec dans DevSecOps. Donc, je vais commencer avec déjà un petit truc que je vais vous montrer. C'est comment GitHub est développé. Alors là, je suis sur le répertoire GitHub, sur l'organisation GitHub, le repository GitHub. Si vous entrez dans l'équipe de développement de GitHub, en fait, on ne va rien installer sur votre machine. Vous allez simplement aller dans le navigateur, cliquer et dire je veux un code space. Ah, par contre, il faut Internet. Et vous démarrez, alors je vais prendre celui que j'ai démarré ou vous démarrez un autre. Et là, en fait, on va automatiquement démarrer un environnement de développement sur le cloud qui va être préconfiguré avec tous les services de GitHub. Et le développeur va travailler comme ça, le développeur ou la développeuse va travailler comme ça. Alors, dans notre cas, il y a les développeurs, il y a plein de services. C'est-à-dire que si on regarde les ingénieurs qui développent, on va voir qu'il y a plein de choses dans le dev container. Qui a participé à la session sur le dev container ce midi? Il y a une personne, je n'ai pas noté son prénom. Le dev container, c'est un standard qui vient de la... c'est un profil qui vient de la communauté VS Code et ça permet de faire des environnements de développement remote sur lequel on vient connecter un IDE. Cet IDE, ça peut être VS Code dans le navigateur, VS Code localement, un JetBrains ou autre. Et c'est comme ça qu'on travaille chez GitHub, à part les gens qui ont des dépendances sur un OS particulier, c'est-à-dire les gens qui vont faire le client Git sur Mac, vont développer sur le client Git sur Mac ou le serveur Git, etc. Donc ça, c'est juste pour vous montrer une façon de travailler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un de mes projets, je vais mélanger deux types de projets. Déjà, il faut savoir que dans GitHub, vous avez une gestion de projet qui est... Alors j'ai cliqué par erreur, d'accord. Une gestion de projet qui est pas trop mal. Moi, je trouve que pour moi qui ne suis pas
grand fan de Jira, pour ne pas dire je suis allergique à Jira, parce qu'il faut un doctorat en Jira pour réussir à saisir quoi que ce soit. On a fait dans GitHub un outil qui permet à n'importe quelle personne de participer, de voir ses tâches qu'il a à faire. Donc, il y a plusieurs niveaux. Moi, je vais aller sur un des projets. Si vous voulez créer un nouveau projet qui va accumuler vos tâches, vous voyez, vous avez un petit wizard qui va vous donner la possibilité en fonction de la façon dont vous travaillez. Est-ce que vous voulez faire de l'itératif et vous voulez faire de... Alors, le but, c'est pas d'aller dans une customisation à l'extrême, à faire du safe ou des choses comme ça. Si vous entendez parler de safe, à la rigueur, il faut partir trouver un autre projet qui n'en fait pas. Et là, en fait, on va travailler sur plusieurs types de vues des issues, un backlog, une roadmap sur les itérations. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un projet que j'utilise. Et là, on va travailler avec GitHub Issues. C'est-à-dire que là, vous avez le backlog organisé par plein de choses, vous avez les repositories sur lesquels c'est. Si vous avez des sous-issues, je dois bien en avoir quelque part, la façon, donc les sous-tâches qui ont été créées. Donc vous pouvez vraiment organiser votre projet de cette façon-là. Et c'est vraiment très orienté avec une approche qui va plutôt être bottom-up, du développeur vers la contribution, la collaboration. C'est-à-dire que si vous êtes PO et que vous faites du reporting pour analyser toute la consommation, etc., c'est pas un outil pour ça. C'est vraiment un outil, vous avez des tâches, vous voulez les organiser, travailler dessus. Par contre, vous pouvez avoir par itération quand est-ce que je vais fixer sur mes sprints, la partie... la vue classique par Kanban. Donc voilà comment une façon de travailler. Je vais aller sur mon projet. Et ce projet, je vais vouloir rajouter une tâche. J'essaie juste de me souvenir. Hop. Pas de clinique, public. Donc là, j'ai pris volontairement un projet open source. Comme ça, vous allez voir ce que vous allez pouvoir faire. Ce que j'appelle un projet open source, c'est un repo public sur GitHub. Ce n'est pas nécessairement un projet où vous cherchez à avoir plein de contributions, hein, ça peut être juste votre bac à sable. Donc si je crée une issue, je vais pouvoir créer une petite issue comme ça, ajouter create REST API for all tables. Quand je crée l'issue, je vais pouvoir l'organiser en fonction de différentes choses, ça va se rajouter sur le projet ou pas automatiquement. Vous pouvez créer des sous-tâches, d'accord? Rien d'exceptionnel. Dans les trucs qui sont sympas, c'est si vous avez des bugs, si vous avez des choses à valider ou à faire, n'hésitez pas à tester. Moi, il y a quelque chose que j'utilise beaucoup qui vont être la possibilité de faire un drag and drop de vidéo, faire un drag and drop d'image directement depuis votre poste de travail. C'est-à-dire que si je descends ici, hop, vous avez fait ça, votre image est automatiquement disponible en preview pour les développeurs. C'est très pratique quand on fait des remontées de bugs. Hop, en un clic, vous mettez à disposition ce que vous voulez, un design ou autre. Vous voyez, donc là j'ai le GIF qui s'est uploadé. C'est du Markdown, c'est très simple à utiliser. Maintenant, je veux travailler sur cette issue. Dans le monde, vous n'êtes pas sur le cloud. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cloner le repo, travailler en local. Avec un peu de chance, vous avez toutes les dépendances qui vont bien. Et si vous avez la chance de travailler où vous avez pu utiliser GitHub et CodeSpaces, par exemple, bah, il suffit d'aller ici, créer un CodeSpaces en un clic, et là, il va démarrer. Alors, selon la façon dont vous avez configuré, selon le nombre de dépendances, ça peut prendre plus ou moins de temps à se lancer. Parce qu'effectivement, c'est un conteneur. Le conteneur, il doit s'initialiser, il va commencer à travailler sur certaines choses. Donc, en parallèle de ça, ce que je vais vous montrer, c'est sur VS Code, mais ça peut être en ligne. N'hésitez pas à installer dans vos IDE les plugins GitHub, les plugins Copilot si vous faites du Copilot, puisqu'en fait, quand on travaille sur des projets dans votre IDE, l'idée, c'est de rester dans l'IDE le plus possible, de ne pas passer à droite, à gauche. Et donc, quand on travaille, par exemple, vous installez l'extension GitHub, vous voyez toutes les issues sur lesquelles vous devez travailler. Vous voyez, là, c'est l'issue que je viens de créer, elle est ici. Vous voyez toutes les pull requests qui sont là, le statut des pull requests avec les jobs qu'on réussit, les fichiers qui ont été modifiés. De la même façon, si vous utilisez GitHub Action, je dois l'avoir quelque part, GitHub Action ici. Donc on va arriver sur GitHub Action dans une seconde. Vous allez voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Moi, j'utilise énormément ça parce que ça me permet d'éviter de switcher de contexte le plus possible. La plupart du temps, je code, je pousse, je laisse travailler la CI. Quand je suis alerté, je reviens dans ma branche.
C'est quelque chose qu'on fait beaucoup, créer une branche et pousser très très tôt pour lancer la CI, tôt et souvent. Et dans la CI, vous avez les tests de qualité, mais surtout les tests de sécurité. Donc, est-ce que j'ai parlé assez pour démarrer le Workspaces? Non, j'ai pas démarré. Ah si, voilà, c'est bon. C'est vraiment un environnement de développement. Là, je suis dans CodeSpaces, regardez le terminal, je vais aller en bas, je vais zoomer. Je suis dans un CodeSpaces Linux. C'est pas étonnant, ça tourne sur Azure, d'accord? Ça, c'est pas étonnant, hein, qu'un service GitHub tourne sur Azure. C'est différent du point que vous tapez dans votre navigateur. Vous connaissez le point quand vous êtes sur github.com. Si vous ne connaissez pas, je vais aller sur un très beau projet open source. Et ce que j'appelle le point sur GitHub, c'est vraiment le point sur mon clavier. C'est-à-dire, je vais taper point ici, hop, et ça me lance un éditeur de texte. Mais ce n'est pas un IDE, c'est un éditeur de texte, c'est VS Code, dans lequel vous allez pouvoir modifier plusieurs fichiers et commiter. Par contre, il n'y a pas de terminal, il n'y a pas de commande. Ça peut être très pratique, notamment si vous écrivez un blog, c'est votre conteneur, vous n'avez pas besoin d'installer. Mais si j'essaye d'aller sur le terminal, je crois qu'il va me dire, attention, je ne peux pas, c'est pas un environnement de développement, il faut utiliser CodeSpaces. D'accord? Donc quelquefois, on a la confusion entre ce qu'on appelle GitHub.dev, qui est simplement un éditeur de texte basé sur VS Code, et CodeSpaces, qui est un vrai environnement de développement. Quand je dis un vrai environnement de développement, c'est qu'ici, j'ai accès à Maven, j'ai accès à Java, je peux faire ce que je veux sur le développement. Je vais tricher un petit peu pour éviter de taper trop de code et faire plein d'erreurs de frappe. Je vais aller, parce que j'ai déjà du mal à me servir de la souris, alors... vous voyez, je me paume dans mes publics. Je vais aller chercher dans mes issues, j'ai mis un fichier Java qui contient certaines erreurs volontairement pour vous montrer l'importance en fait de la partie sécurité. Si je le trouve, tac tac tac. Pourtant je l'avais. Ah oui, je suis dans la pull request. Désolé. Ici, hop. Pour info, toute cette issue là, par exemple, je l'ai fait écrite par, Copilot m'a aidé à l'écrire. Et j'ai ce petit fichier que je vais utiliser, que je vais piquer pour la démo. Hop, API controller. Donc je vais créer un nouveau fichier, je vais créer une nouvelle pull request. Donc je vais sur CodeSpaces. Sur CodeSpaces, je vais aller dans mon projet. Alors oui, parmi les choses intéressantes, c'est ça. Regardez, si je suis sur GitHub Issues, ici, je peux lui dire, clic droit, travaille sur l'issue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une branche, c'est-à-dire que si je vais ici, qui est liée à mon issue. Et à la rigueur, je peux, après avoir rename the branch, je vais l'appeler, moi j'aime bien si vous n'avez pas défini de règles, il va prendre votre nom, moi je vais l'appeler comme ça. Donc je suis dans une nouvelle branche qui a été créée directement à partir de l'issue. Et je vais continuer de coder mon application. Alors je ne sais pas coder en Java dans VS Code, donc c'est très très bien. Alors il y a autre chose, je vais vous montrer ça dans une seconde quand j'aurai fini par créer le fichier, le temps que je fasse ma pull request, et je vous montrerai quelque chose de très sympa sur controller.java. Et je vais copier le code qui est quelque part ici. Hop, hop, hop. Alors, là, j'ai plein de façons où je pourrais utiliser GitHub Copilot. Je vous le montre parce que ça fait partie de l'environnement. Avant de pousser la pull request, si vous avez accès à Copilot, alors il y a un Copilot gratuit que vous pouvez utiliser, il y a des copilotes pour l'entreprise. Je peux à n'importe quel moment, dans mon IDE, avant même de commencer à pousser du code, poser des questions. Est-ce que le code est safe, etc. Et je peux également faire un clic droit, hop, Copilot, fais-moi une première revue. C'est-à-dire que là, il va faire comme si on était dans le contexte du revue dans l'IDE. C'est pas mal, c'est-à-dire que souvent, et notamment sur les projets open source, on va être un peu timide, on va avoir du mal à faire son premier pouce. Ben faites-le, vous faites ça, ça va vous donner des idées. Vous voyez, il m'explique, attention, il y a un risque d'injection SQL, etc., etc. Je laisse ça comme ça, volontairement, je laisse la vulnérabilité. Je peux le faire de la même façon ici, c'est-à-dire que je peux poser la question. Alors, je vais mélanger français, anglais, etc. Et
donc il va me dire non, c'est pas safe. Et petite note à propos de l'IA pour les devs, même si vous êtes le champion du monde du code, que vous codez super vite, plus vite que l'IA, ça peut vous aider à apprendre des choses que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire poser une question sur comment une SQL injection est exploitée. Il faut savoir taper sur le clavier par contre. Il va comprendre. Là, je croise les doigts, je pense qu'il va comprendre. Et il a compris. Et si je passe avec Guillaume, il va en comprendre encore mieux. Je passe avec Gemini. Donc là, utilisez ça aussi pour vous aider ou progresser. C'est pour ça qu'après, il y a une longue discussion, comment on apprend à programmer. Ben là, ça apprend des choses un peu différentes. Je vais faire ma pull request. Selon la façon dont vous travaillez, si vous êtes sur un IDE qui fournit des raccourcis, vous voyez ici, je vais appuyer sur le petit bouton magique. Il va analyser le code et il va m'écrire le commit message. Moi, je travaille beaucoup avec la ligne de commande pour les commandes de base sur Git. Donc, je suis ici. Je fais un git add. Alors, quelquefois, ça passe, quelquefois, ça passe pas. C'est pas passé là, je le ferai ailleurs. Il peut me proposer le message dans mon terminal. Et quelquefois, sur CodeSpaces, il ne le fait pas. Donc, c'est pas grave. J'envoie, je publie la branche. Je veux publier la branche rapidement parce qu'en fait, ce que je veux, c'est créer la pull request. Soit je la crée d'ici, ou je vais aller sur GitHub. Et vous voyez ici, la pull request, il me permet de l'écrire directement dans l'IDE. Et pareil sur votre VS Code. Et si je vais par contre sur ma vraie branche, là je suis sur moi, il m'a dit, voilà, je vais créer une branche. Et là, on arrive dans les choses qui sont aussi amusantes autour de l'IA pour les devs, c'est que si vous ne savez pas quoi mettre dans votre résumé, vous cliquez sur Copilot ici, et il va analyser le diff, et il va vous écrire le résumé. Pour ça, il faut juste avoir besoin d'un accès Copilot. Donc, il me fait des choses. Donc, je vais valider cette partie-là. Et là, c'est très important. C'est maintenant que ça commence à être vraiment intéressant, c'est que toute la CI se met en place. Et la CI qui se met en place, ça va vraiment dépendre de la façon dont vous développez, ou le workflow que vous avez choisi. Qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce qui bloque la pull request? Qu'est-ce qui bloque une action? Dans mon développement, là, en fait, je vais déployer ce code sur mon Kubernetes. Même s'il y a des failles de sécurité, même s'il y a des failles de qualité. Parce que mon Kubernetes, c'est un Kubernetes de dev qui est en interne, par exemple, et ce que je veux, c'est valider le côté business. Par contre, je vais bloquer le merge de la pull request. Il sera interdit de merger le code sur la branche principale, donc je ne peux pas passer en prod sur cette pull request. D'accord? Et ça, c'est un choix. Vous pouvez bloquer tout dès le début. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est que dans la pull request, il se passe pas mal de choses. C'est-à-dire que ça analyse mes dépendances pour voir si j'ai des nouvelles licences. Ça s'intègre avec Sonar. Volontairement, j'ai pris un outil tiers aussi pour montrer comment ça venait s'intégrer. Et j'ai les autres outils qui tournent. Vous voyez, j'ai du scan de code, j'ai la partie déploiement. Mais pendant ce temps-là, je me dis, bah, tiens, je vais commencer la revue. Quelque chose qui est très intéressant, si vous êtes comme chez nous, chez GitHub, où on pousse très. Alors je dis nous, chez GitHub, je ne suis pas un ingénieur qui développe GitHub. Je regarde juste comment c'est fait. J'ai accès à GitHub comme tous les employés de GitHub, qu'on soit commercial ou ingénieur, on peut faire du code sur GitHub. Mais là, sur le principe, quand vous travaillez avec GitHub en interne, on va tout de suite faire une pull request. Par contre, on va la mettre en draft. Comme ça, en fait, on signale au reste du monde, je suis encore en train de travailler dessus, je pousse, je construis. Donc si quelqu'un veut regarder, pourquoi pas. Mais par contre, on sait qu'on est en train de travailler dessus. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant là, c'est que je peux commencer à la rigueur ma revue de code. Soit tout seul, soit avec l'aide de Copilot. Je peux demander à Copilot ici de m'aider. Et tout ça, c'est sur le cloud sans rien avoir installé, d'accord? Donc là, il va faire l'analyse. Pendant qu'il fait cette analyse, vous voyez là, j'ai les tests, la couverture de test qui est passée, et je vais avoir d'autres outils qui vont passer, et notamment les outils de sécurité sur lesquels je reviendrai. Si je vois mes actions, je peux aller sur la partie actions, et on va voir ce qui se passe. Donc là, il y a la partie dépendance. Là, c'est des workflows différents, ce sont des pipelines différents qui tournent en particulier. On parle beaucoup de workflow chez GitHub parce qu'en fait, on ne va pas faire un seul pipeline qui va de A, B, C, D ou en parallèle. On va lancer plein de workflows différents en parallèle. Celui qui fait la couverture de test, celui qui va faire la revue sur les dépendances, la partie scan de code et la partie déploiement vers Kubernetes. Et donc là, je build, je crée une image, je déploie sur Kube, et on voit ici le déploiement sur Kube.
Et là, une fois de plus, il va y avoir pas mal d'informations sur ce qu'on veut. Donc on voit le Docker qui a été créé. La façon dont on crée les workflows comme ça, c'est du YAML, c'est pas étonnant. Et alors, moi je trouve ça relativement simple. Il faut prendre un réflexe où la première chose, c'est qu'on va définir quand est-ce que ça doit se déclencher. Et on a plus d'une centaine d'événements sur GitHub sur lesquels on peut se déclencher. C'est-à-dire que si je fais event trigger GitHub action, si on regarde ici, vous êtes en train de... Donc là, on parle de la CI, c'est sur la pull request, mais supposez que vous êtes en train de faire un fork. Sur un fork, je vais pouvoir dire quand un fork se déclenche, je veux générer un événement qui va appeler un workflow. Ça peut être envoyer un email à quelqu'un, ou alors je crée une nouvelle issue, je veux faire du tri. Donc si je fais une issue, je vais aller sur Issues. Dès qu'il y a une issue qui est créée, qui est affectée, qui est fermée, ça fait un événement, et tout le système d'automatisation s'appuie sur des actions. Ça devient un réflexe. Et d'ailleurs, chez nous, quand on fait un onboarding d'un nouvel employé, on rentre, il y a un repo qui est créé avec plein d'actions. Et en fait, ces actions, c'est tu dois avoir fait cette formation, etc. etc. Tout ça, c'est géré par des actions sur des vrais workflows. Et quand on travaille sur quelque chose, si on a besoin de rajouter un plugin pour faire, on a besoin de faire quelque chose. C'est-à-dire que là, au lieu de déployer, actuellement, je déploie sur mon cluster sur Azure, j'ai besoin d'intégrer mes workflows avec Google. Je veux déployer sur Google ou créer des nouveaux services. La première chose à faire, c'est d'aller voir sur la marketplace qui existe. Vous allez sur la marketplace, vous allez faire une recherche. On a dit GCP, donc Cloud Google. Et là, il va me proposer certaines actions. Donc typiquement, si je regarde ici, j'ai comment je vais m'authentifier à Google pour faire des choses. Et en fait, cette action vient de l'équipe Google qui a créé ça, qui a publié. On a la même chose sur Azure, sur AWS. Et vous, en tant que dev, vous avez juste à ajouter ce genre de choses. Donc, avant de commencer à écrire des scripts, des bash, du JavaScript, etc., toujours regarder dans la marketplace qu'il y a. Et d'ailleurs, si vous commencez à faire beaucoup de scripts, pensez à mon script qui est vraiment custom et je n'ai pas trop le choix pour mon application, je vais en faire une action. Comme ça, après, vos développeuses vont juste consommer cette partie-là que vous pouvez faire évoluer. Donc, pendant que mon déploiement a lieu, en espérant qu'il ait lieu, je me retrouve avec mon application qui a été déployée. Donc, vous voyez, tout est vert, donc c'est parfait, ça déploie. Par contre, ici, j'ai une action que j'ai faite ce matin. Vous voyez, il y a un problème avec cette partie-là. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un problème sur GitHub Actions ou quand j'ai un problème dans ma CI? Vous cliquez, vous allez dans l'endroit où il y a le problème, vous regardez le log. Là, c'est relativement simple. Mais si vous avez accès à Copilot, vous avez un petit bouton ici. Le bouton va regarder le log et vous proposer une solution. Et ça, c'est vraiment intéressant, notamment parce qu'en fait, GitHub Actions est très utilisé par des développeurs qui ne sont pas des ingénieurs DevOps, des ingénieurs système. Donc, on a tendance dont moi je fais partie. Moi, je suis un développeur d'application, pas un développeur système. Et ça m'aide énormément pour m'aider à fixer mes problèmes de CI quand j'écris les outils, quand j'écris mes workflows. D'ailleurs, ce que ça vous montre ici, c'est qu'on a accès à un chat sur github.com. Je vous invite à tester en fonction de si vous avez accès ou pas. Vous regardez, vous faites ça, vous arrivez ici, vous allez sur Copilot et vous regardez si vous y avez accès. En fonction de votre profil, si l'entreprise ou si vous avez un abonnement personnel, si vous êtes étudiant, etc. Vous allez voir le chat et vous pouvez poser des questions. Oui, j'utilise pas mal ça quand j'ai besoin. Comment créer une nouvelle application. Alors, je prends un risque parce que je n'ai pas testé ça, c'est parce que je vois Guillaume en face de moi. Comment créer une application Grails? J'espère qu'il va me dire il est temps que tu changes de framework. Et non, il ne nous a pas dit ça. Mais vous voyez, ça peut être intéressant quand on a besoin de chercher quelque chose. Ça va être le chat générique très orienté développement sur GitHub. Ce qui est intéressant, c'est que si vous travaillez sur un projet open source, vous avez des questions à poser sur l'open source, vous naviguez dans le code, vous ne savez pas ce qui se passe, vous avez envie d'apprendre quelque chose, vous pouvez également porter là. C'est-à-dire que là, je vais poser la question, ça fait 2 fois qu'il me le fait. Bon, je vais le poser la question. Normalement, le chat s'ouvre dans le repo.
Il faut que je regarde pourquoi dans certains cas il ne le fait pas. Mais si je vais ici, n'importe où sur GitHub, vous pouvez aller sur un fichier. Si vous avez des questions, vous voulez apprendre à comprendre ce qui se passe, vous sélectionnez le code, vous demandez à Copilot, explain. Ce qui permet en fait, quand on navigue dans son code applicatif, si vous êtes sur GitHub ou sur des projets open source, d'apprendre un petit peu en naviguant sans avoir besoin de faire le checkout du code. Si je reviens sur donc on voit le chat sur github.com. Je reviens sur ma pull request. Ici, hop, elle est ici, elle est en draft, elle est rouge, elle est bloquée. Elle est bloquée pour deux raisons. Ça est déployé sur mon Kubernetes. Par contre, c'est bloqué. Hop, je vais ici. C'est bloqué parce que mon scan de sécurité que j'ai fait avec l'outil de scan qui s'appelle CodeQL de GitHub est bloqué. Ça, c'est gratuit si vous êtes en open source. Par contre, c'est payant si vous êtes dans une version enterprise sur des repos. C'est payant si vous êtes de repo privé. Mais par contre, c'est totalement gratuit si vous faites des projets open source. C'est une case à cocher. Donc, je vous invite sur tous les projets open source ou tout projet que vous avez, vous allez dans Settings et vous allez dans Code sécurité. Vous regardez un petit peu, vous connaissez tous des Pandabot parce que vous recevez probablement des alertes, attention, ma librairie, elle n'est pas à jour, etc. Mais surtout, allez ici, allez sur la partie code scanning, vous activez le code scanning en disant j'utilise CodeQL et vous activez le secret scanning pour vous dire je vais bloquer les scans sur la push protection. Par défaut, dans un projet open source, un projet gratuit, si vous mettez une clé que nous on reconnaît, c'est-à-dire parmi tous les partenaires qu'on a là, vous allez voir, vous voyez ici, tous les partenaires qu'on voit là, Adafruit, tous ces partenaires-là, il y en a plein, on en rajoute régulièrement. En fait, si dans un repo public, quand vous faites le push, on reconnaît une clé, on va informer le provider, donc on va informer Azure en disant attention, on a trouvé une clé Azure OpenAI, charge à ce provider de dire je désactive, j'informe le développeur, etc. Parce que pendant très longtemps, bon, ça fait longtemps que cette fonctionnalité existe. Ce qui est nouveau, c'est le push protection. C'est-à-dire que sur vos repos publics, vous pouvez bloquer le push protection. C'est-à-dire que, hop, je crois que j'ai fait l'inverse que ce que je voulais. Je vais enabler. Je vous montrerai à quoi ça correspond. C'est-à-dire que si j'essaye de pousser sans rien avoir installé sur ma machine, si j'essaye de pousser un secret, il va me bloquer. Il va me dire tu peux pas parce que dans ton commit, il y a un secret. Parce que si vous avez un projet open source, vous ne pouvez pas retirer un secret de l'histoire de Git. Alors si, vous pouvez retirer, mais vous ne savez pas qui a cloné. Donc vous ne savez pas si, quelque part, dans l'environnement. Donc mettez en place ces petites sécurités. Et si vous voulez tester d'autres outils de scan de code, alors là j'ai Sonar, et Sonar s'installe un peu différemment. Mais vous pouvez également, en plus d'activer ça, vous voyez, j'ai des règles en disant voilà quand est-ce que je veux ça tourne, quelles sont la configuration. Je peux aller chercher d'autres outils. Toujours pareil, l'ouverture pour comprendre, pour s'intégrer. Vous voyez ici, il y a plein de scans. Vous faites du conteneur. Vous voulez scanner vos conteneurs pour des choses de la sécurité. Vous allez prendre Sysdig, Trivy ou autre. Pareil, la façon dont ça s'intègre. Vous créez un nouveau workflow, vous choisissez où le mettre. La plupart du temps, sur les projets open source, on va le mettre dans son repo, mais dans une entreprise, on peut centraliser ça dans l'équipe de DevOps. Et là, dès qu'il y a un push sur la branche principale, et une fois par semaine, je vais lancer ce scan. Donc, je vais trouver l'image et je vais reporter l'erreur si j'ai une faille. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un scan là, automatique de vos images s'il y a besoin, en quelques clics. Donc, à quoi ça ressemble quand je travaille? Quand je travaille en tant que développeur, je reviens sur ma pull request. Tout ce qui se passe ici, c'est mon code. Je suis responsable de ce code-là. Ce n'est pas la dette technique avec les failles de sécurité qui datent de 5 ans sur mon projet. C'est quelque chose, j'en suis responsable comme de la qualité. Donc, je vais le fixer. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec GitHub et l'IA, maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on va faciliter tout ça. C'est-à-dire qu'on trouve la faille de sécurité. Vous voyez ici, on a trouvé la faille de sécurité. On explique s'il y a besoin, et ça c'est vrai avec CodeQL, notre outil de scan, mais avec les outils tiers, vous allez avoir plus ou moins la même information, ça dépendra du scanner. Donc je vois l'info, je peux voir d'où ça vient.
comment cette faille arrive à cet endroit-là. Parce qu'à la rigueur, je pourrais me dire, bon, ben, ça, c'est pas critique, c'est une faille, mais je vais la mettre de côté. Si je la mets de côté, il faut commenter. C'est-à-dire qu'il faut donner... Oh, pardon, j'ai refermé trop vite. C'est-à-dire qu'à la rigueur, si vraiment je ne veux pas la fixer tout de suite, je peux créer une issue ou mettre un petit commentaire, mais par contre, je mets un commentaire. Je vais la fixer, ou c'est un cas de test qu'on veut. Pourquoi c'est important? Parce que comme ça, votre équipe sécu, elle sait pourquoi cette faille n'a pas été fixée, et on peut la mettre de côté. Et ça remonte dans tous les dashboards de sécurité sur GitHub. Et si vous avez d'autres outils tiers, souvent les équipes de sécu dans les entreprises ont des gros portails de ce type Elastic, avec... je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Microsoft Sentinel, Akibana et Splunk et tout ça, vous allez agréger tout ça au même endroit. Et en fait, ce qu'on fait maintenant, et c'est vrai pour la revue de code aussi, vous voyez, on analyse le code, on analyse la faille de sécurité et on pré-mâche le travail pour le développeur. On lui donne, tiens, pour fixer ce problème, voilà ce que je te propose de faire. Et à chaque fois, c'est une proposition. C'est moi qui suis développeur qui vais choisir ou pas de comité. Et à chaque fois, d'ailleurs, on peut lancer dans le contexte de la branche, dans le contexte de cette modification-là, un environnement de dev. Et c'est pareil pour la revue de code. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, l'IA a fait une revue, elle m'a proposé des choses pour voir ce que je pourrais modifier pour travailler. Donc on commence à travailler sur l'automatisation de l'accélération de la code revue. Le but, c'est pas de revoir votre logique métier, ça c'est la responsabilité du développeur ou du tech lead qui a fait la revue, mais toutes les typos, j'ai oublié de capturer, j'ai laissé un système out println, je fais un select étoile, etc. Ça c'est capturé, comme ça permet de retirer de la pression à la revue pour se concentrer sur le métier. Donc on a vu la CI, on voit la revue. Supposez que quand vous voulez passer en production, donc la façon dont on va passer en production, c'est je vais merger ma branche. D'accord? Le but, c'est de merger la branche. Avant de le faire, j'ai fixé mes problèmes de sécurité, je l'ai fait dans l'IDE, je l'ai fait ailleurs. Si vous avez jamais vu comment on utilise l'IA pour s'aider à développer, je vais juste vous faire une petite démo d'une chose que j'aime beaucoup faire sur ce cas d'usage-là. C'est, je suis dans mon environnement de dev, c'est encore sur le cloud, c'est un mix entre ce que je veux vous montrer sur la CI et autres, mais c'est plus que... Maintenant, dans ma CI, si je regarde ici, pourquoi je ne les vois pas là? Voilà. Vous voyez, mes problèmes de sécurité sont remontés de ma, ils sont remontés de ma pull request, d'accord, dans mon IDE. Je n'ai pas besoin nécessairement d'aller dans la pull request pour chercher. Ce que je voudrais faire, c'est comme je suis un développeur Java propre, je vais essayer de refactorer tout ça. C'est-à-dire que j'ai un peu trop d'informations dans mon contrôleur. Ce que j'aimerais bien, c'est sortir de ce contrôleur des informations, tous les calls aux bases de données, garder dans le contrôleur que des appels à une fonction et en plus fixer mes problèmes de sécurité. Donc en fait, ce que je fais là, c'est que je vais prendre un cas d'usage ici, je vais démarrer dans ce qu'on appelle Copilot Edit. Si vous utilisez Copilot dans VS Code et que vous n'avez pas encore utilisé le petit bouton Copilot Edit, là, celui-là, je vous invite à le faire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais lui dire refactor le contrôleur. Je vais passer en anglais. Et je vais lui dire va chercher cette classe juste pour aller plus vite. Et là, vous voyez, là, il y a plein de raccourcis qui me permettent d'aller sur une fonction, sur un fichier, sur un répertoire ou autre. Pour un répertoire, il suffit de drag and drop comme ça. Et je vais lui dire, when doing it, extract all function on DB call into a new class, a new service. Et en fait, ce qui est important ici, quand vous travaillez avec l'IA, vous pouvez laisser l'IA deviner le nom de la classe. Mais qu'est-ce que ça me coûte à moi, le développeur, de dire API service? Je lui donne le nom. Dans la mesure du possible, quand on sait ce qu'on veut, on lui dit. Ça permet de mieux contrôler ce qui va se passer. API service. Si on tape bien sur un clavier, par contre, si vous êtes comme moi, il ne faut pas le faire. When doing it, add javadoc in French, juste pour le plaisir d'être ici. And check if code is safe. If not, fix it and add comment with CVE. Donc je voudrais que tu passes un petit commentaire. On va changer de modèle encore, on va prendre Claude.
Et là, dans ce mode-là, en fait, Copilot va regarder le modèle, va regarder le code, va regarder ce qu'il a à faire. Et vous allez voir ici, si tout se passe bien, il va créer des fichiers. Et la différence, en fait, par rapport à avant, c'est qu'avant, il travaillait que sur un fichier et je devais manuellement choisir ce que j'ai à faire. Là, il va écrire les API service, si j'avais lui ai demandé de faire des tests. Et il va également, donc on le voit en train d'écrire là, on va aller tout en bas du fichier, et pareil, il va écrire sur ce fichier-là, on va aller en bas du fichier où je dois fixer mon problème de sécu. Vous voyez ici, il a bien mis le commentaire en français, il m'a écrit, alors ce qui est rigolo, c'est qu'il a écrit la Javadoc en français, mais il est resté avec le commentaire en anglais, il m'a bien fixé avec un prepare statement et un query parameter. Après, si ce n'est pas l'approche que vous voulez prendre, que vous prenez autre chose dans le JDBC template, il suffit de lui dire. On peut même donner des instructions globales. Je passe ici, et là, il a bien renommé cette classe, en tout cas fait cette classe-là. Donc, il a fait le travail pour moi. Et ce côté-là est vraiment, vraiment intéressant en termes de productivité, au sens, pas mesurer la productivité, mais faciliter la tâche. Quand je développe en Java, je ne développe pas dans VS Code, je développe sur JetBrains. Par contre, cette fonctionnalité n'est pas disponible dans JetBrains. Ça m'arrive de switcher juste pour lancer ce chose-là. Je ne compile même pas dans VS Code. Je dis, fais-moi ça, je reviens dans JetBrains. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait tout ça? Donc, j'aurais pu faire le commit, j'aurais pu faire le push. Ce que je vais faire, c'est qu'on va partir dans un cas où je vais vous montrer une autre approche sur la façon dont on peut travailler avec GitHub. Je vais vous montrer deux choses. La pure CI et un peu d'IA encore. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne parle pas de DevOps comme on en parlait il y a 3 ans. Maintenant, c'est tout où est-ce qu'on va autour de se faire aider avec de l'intelligence artificielle. J'ai un autre service ici où j'ai un workflow qui est un peu plus compliqué pour déployer. C'est-à-dire qu'ici, quand je déploie mon workflow, si on regarde, là, je suis sur la branche principale. Alors, je vais le faire de deux façons. Ici, hop, deploy, build, deploy. Voilà. Il n'y a pas un vert quelque part. Pas très pro, mais bon. Quand je vois ici, quand je suis... Alors, le choix que j'ai fait, et malheureusement, j'ai dû oublier de garder le bon. Le choix que j'ai fait, je vais vous faire sur la branche principale. Et après, je vais vous expliquer ce qui bloque. Quand j'ai mergé ma branche de développement, donc je suis sur une branche de dev, je merge sur la branche principale, automatiquement, ça lance la CI pour déployer. Et ça va lancer le build sur la branche principale, publier l'image dans un conteneur registry. Dans mon cas, j'utilise GitHub comme conteneur registry, mais ça pourrait être n'importe lequel. Et ensuite, en parallèle, là, je suis sur mon environnement, je suis en train de préparer la prod, et je vais faire deux choses. Vous voyez, en parallèle, je vais déployer... Alors, je n'ai pas mon cluster Google qui est up, j'ai que du AKS pour l'instant, mais la volonté, c'était de dire, je déploie en AKS en production, sur AKS en staging, donc dans un environnement à part, sur GKE en production, sur GKE en staging. Et vous voyez la différence entre la production et le staging, c'est le staging est parti directement en prod, sans validation humaine. Donc dans mon cas, si vous voulez voir comment j'ai déployé mon cluster, c'est que j'ai pas fait 50 clusters Kubernetes. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des namespaces différents, staging et production. La production, il n'a pas encore été créé. Donc je déploie sur staging en direct, ce qui pourrait permettre au business de valider, je suis prêt à le faire. Dans certains cas, on veut une validation humaine pour déployer. Dans d'autres cas, on ne veut pas. Dans mon cas, j'ai mis oui, on est d'accord, je veux une validation humaine. Et vous voyez, GitHub, là, si je retourne sur ma CI, il est bloqué. Il faut quelqu'un de l'équipe DevOps, dans mon cas, pour dire j'approuve le déploiement. Je production, look good to me, et je déploie. Et là, en fait, ça va continuer le workflow qui est en haut sur la partie prod. Et en fait, la façon dont j'ai fait ça, c'est en protégeant des branches, en définissant des règles, qui a le droit de déployer, qui a le droit d'exécuter tel ou tel workflow. Et pareil, dans mon environnement Azure ou Google, par le biais de IDC, donc par le biais des règles que vous mettez en termes de gestion des tokens de sécurité, je peux garantir que tel workflow ne va déployer que sur la branche
main et que dans l'environnement production, et qu'il est interdit de déployer dans l'environnement production de mon Kubernetes si ça vient d'une autre branche que main. Vous avez plein de choses comme ça. Et c'est ce genre de choses, quand on parle de DevOps, où on va définir aujourd'hui avec l'objectif d'essayer d'automatiser le plus possible. C'est-à-dire que toutes les opérations manuelles, à la rigueur, elles devraient avoir lieu avant de merger sur la branche principale, et une fois que ça porte sur la branche principale, ça devrait partir tout seul. Tout devrait se passer en amont. Si tout s'est bien passé, mon cluster cube, si c'est peut-être pas fini encore, hein, mais devrait avoir une production qui est arrivée, il y a 40 secondes, et mon application qui a été déployée. Donc après, il y a plein de choses possibles à faire. Ça va dépendre, à la rigueur, c'est là où on prend des pauses café, on discute sur quelle pourrait être la bonne approche, etc. Comment on s'intègre, est-ce que je veux utiliser un outil tiers. Si vous faites du GitHub, c'est que si vous déployez avec c'est le Kubernetes ou autre qui vient chercher dans le Git, ça sera une approche différente. Là, c'est du push depuis GitHub, depuis ma source, vers mon environnement de production. Ce qui va se passer, c'est que comment on fait pour développer des applications? J'ai créé une issue, j'ai travaillé, j'ai déployé, j'ai automatisé. Une des choses qu'on veut essayer d'accélérer autour de l'IA, c'est comment on essaye d'accélérer entre l'idée et l'implémentation, entre j'ai trouvé un bug et l'implémentation. Et le faire pas nécessairement en utilisant de l'IA dans son IDE, mais en commençant par définir quelque chose. Donc là, je vais partir sur j'ai écrit une spec. Hop, je vais aller dans un projet où j'ai écrit une spec. Alors tout ça, c'est toujours sur le cloud. Alors ma spec, je l'ai écrit dans une issue. Je crois. Voilà. Alors, une fois de plus, ça, je l'ai écrit. Alors moi, une fois qu'on a pris goût à travailler avec un éditeur qui a de l'IA, on devient très feignant, c'est-à-dire qu'on va systématiquement travailler. C'est-à-dire que pour histoire de rigoler, quand je crée une issue, supposez que je suis en train de créer une issue. Alors je saute du coq à l'âne, mais ça va vous permettre de voir comment j'ai fait. Je veux créer une nouvelle issue, j'appuie ici. Alors je vais tout fermer. Don't save. Je suis dans VS Code. Je pourrais le faire dans CodeSpaces, c'est pareil. Je fais créer une nouvelle issue. J'ai mon issue. New Groovy client for my table. Donc là, vous voyez, il me complète du code. Et si je veux lui écrire quelque chose, je vais lui écrire un petit truc. Write an API description for my Groovy extension. Ça veut strictement rien dire, donc je prends des risques parce que je prends des trucs très vagues en termes d'IA, mais bon. Et il commence à m'écrire l'issue, la spec, etc. Le but, c'est pas qu'il écrive tout pour moi, mais le but, c'est de m'assister vraiment. Et notamment, moi, ce que j'aime énormément, c'est ce côté-là. C'est-à-dire que si ici, je fais list all, get, je ne vais pas l'écrire comme ça. Vous voyez, il va automatiquement me taper ces petits trucs-là. Ça fait gagner énormément de temps. Et après, si je veux publier l'issue, je fais ça, hop, c'est parti, c'est dans mon repo. Et c'est bon. Alors, si je veux ouvrir l'issue, elle est ici. Donc je me suis aidé de l'IA. Donc c'est comme ça, alors pour en revenir à la démo d'origine, pardon, c'est comme ça que j'ai écrit ça. Comme je suis plutôt technique, je vais écrire des specs techniques. Si c'était quelque chose de fonctionnel, la personne aurait écrit de façon fonctionnelle. Comment on fait la première implémentation de cette partie-là? Vous êtes développeur, vous allez lire, vous allez prendre des notes, vous allez travailler dans votre IDE, commencer. C'est un peu trop fonctionnel, vous allez essayer d'écrire quelque chose d'un peu fonctionnel. L'idée, c'est on va essayer d'utiliser l'IA pour faire cette première phase d'analyse, cette première itération sur le code et après itérer. Le but, ce n'est pas un générateur d'application, c'est un assistant. Là, il y a plusieurs façons. Donc, je pourrais aller sur mon code et ici, écrire dans Copilot la tâche que je veux faire. Ou alors, quand on est sur GitHub, comme je vous ai dit avec GitHub du sol au plafond avec toutes les options, quand je suis sur mon issue ici, je peux lui dire crée un workspace ou crée-moi, analyse cette issue et ça travailler pour moi. Et en fait là, l'IA va analyser le projet, avoir une partie de brainstorming pour regarder quel code existe, qu'est-ce qui doit être modifié, comment je dois rajouter. Et
Et là, en fait, il fait le travail que vous faites en tant que... Ah, c'est bien, il ne comprend pas mon issue. C'est pas grave, il la comprend suffisamment. Il m'a au moins signalé qu'il avait du mal, mais c'est pas grave. Donc il m'avait dit, je lui ai dit de continuer. Donc il analyse, il essaye de comprendre. Et là d'ailleurs, si j'avais besoin de spécifier plus, je pourrais ici lui dire, ben attends, rajoute ça, t'as mal compris. Donc là, il propose une solution. L'idée, c'est passer un petit peu de temps malgré tout, hein, c'est de réfléchir, c'est de rajouter des items si on a besoin. Add Apache license header to all new files. Donc on peut imaginer vraiment n'importe quoi. Une fois qu'on est prêt, et là il propose des idées sur ce qu'on pourrait faire, à la fin on peut lui dire, crée-moi le plan. Créer le plan va proposer les fichiers qui sont à faire, et ça je peux le faire dans mon navigateur, et comme je vous ai dit sur le cloud dans le navigateur, je reste dans le navigateur, mais je pourrais utiliser ici mon IDE pour le faire également. Lancer VS Code et continuer la discussion dans VS Code. Et là, on va voir, voilà ce qu'il m'a proposé. Est-ce que tu es OK avec ces fichiers? Oui, je suis OK avec ces fichiers. Je commence à implémenter les fichiers. Et là, il va commencer à itérer. Et ensuite, moi, quand je travaille avec ça, je fais que ça. Après, je crée la pull request, j'ai ma première itération, et je travaille comme avant. Il y a des personnes dans l'équipe qui poussent un peu plus loin ce travail autour d'essayer de tout faire, en tout cas d'en faire un peu plus avec l'IA. Moi, je l'utilise vraiment comme une première itération, plus que je veux qu'il fasse tout. Déjà parce que, je prends du plaisir à coder, et qu'en plus, quand on a le code dans l'IDE, avec Copilot, etc., on se fait également aider, mais c'est vraiment un outil intéressant. Donc là, vous voyez vers où on va. Là, je suis parti d'une fonctionnalité que j'ai rajoutée. Quand vous faites la code revue, vous avez pareil accès à cet outil, donc on peut itérer dessus pour créer et interagir avec le code. C'est pour nous soulager sur les tâches où on doit faire analyse, compréhension, écrire. Analyse, compréhension, écrire, tout ça, ça va être fait avec l'aide de l'IA. Avec l'aide de l'IA. Il ne faut pas le faire à votre place. Par contre, un point qui est pour moi très très important, c'est que ça nous fait gagner normalement du temps. D'accord ? Le temps que vous gagnez au début, profitez-en pour automatiser. Parce que potentiellement, là, quelque chose que je fais en 2 minutes sans réfléchir, on va dire, si je réfléchissais en 10 minutes, par contre, si je devais le coder à la main de mon côté, j'aurais mis 1 heure peut-être ou 2 heures. On ne sait rien, je n'ai pas mesuré. L'heure que j'ai gagnée, ça veut dire que j'ai généré plus de code. Donc si tous les développeurs font ça, vous vous retrouvez avec une codebase qui grossit beaucoup plus vite qu'avant. Mais avec beaucoup plus d'IA, donc à des approximations. D'où l'importance, votre CI. Mettez en place tous les tests. Profitez au début pour travailler sur l'automatisation des tâches. Et en plus, c'est relativement simple parce que vous pouvez vous faire aider. Ce que je n'ai pas montré et que je voulais vous montrer juste, c'est au niveau de Codespaces. Travailler dans le navigateur comme ça, c'est possible, ça marche très bien. En fait, ce que font la plupart des développeurs quand on travaille avec Codespaces, on le fait dans le navigateur pour les démos, mais par contre, dans la vraie vie, on bosse toujours dans Codespaces, mais par contre, on va appuyer ici, hop, utiliser VS Code Desktop. Et en fait, votre IDE local se connecte au conteneur à distance. Là, je suis vraiment dans mon IDE qui est en local. La seule chose que j'ai installée, c'est VS Code, quelques extensions et les extensions que moi j'aime. Par contre, mon environnement d'exécution, vous allez voir, si je regarde mon terminal ici, si je fais une m-a, hop, alors là il est en train de monter les extensions, donc ça prend un peu de temps. Ouais. Alors, par contre, ça va être intéressant. Tiens, je vais vous montrer quelque chose s'il a le temps. Oh là 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 là. Il me reste 35 secondes pour que ça marche. Je vais y arriver, ça. En 35 secondes, je peux réussir à taper la bonne commande. Vous voyez, là, il m'a bien mis, c'est un Linux. OK. Je vais juste... Donc ça, c'est comme ça qu'en fait, on travaille beaucoup. Et d'ailleurs, je vais reprendre, s'il a tout loadé, je vais reprendre volontairement l'erreur. Regardez, hop. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure par rapport au git commit, au message. Vous voyez, j'ai tapé quelque chose, ça a échoué. D'accord? Je peux cliquer ici et je peux fix with Copilot ou explain with Copilot. Si comme moi,
ça fait plusieurs années que vous travaillez, que vous vous souvenez jamais des commandes du terminal et qu'à chaque fois vous allez dans Google et vous vous en souvenez jamais et vous recommencez, ce qui est mon cas. Moi, j'utilise maintenant l'IA pour le faire, c'est-à-dire que si je peux aller ici et je dis, dernière démo, comment créer une VM sur GCP. Maintenant, j'apprends plus rien. Il va comprendre. Voilà, tu vois, tac, ça marche. Et le truc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien, parce que de toute façon, ça fait des années que j'essaye de me souvenir des paramètres que je dois utiliser, je m'en souviens jamais. Au moins là, maintenant, il me l'explique, je peux l'utiliser. Je vous remercie, j'ai dépassé. Je suis dehors pour les questions s'il y a besoin.